L'impact le plus important de la crise a été l'augmentation insupportable des déficits publics et de la dette publique. Les déficits publics ont été augmentés parce que les États ont dû sauver les banques d'abord, ont dû aider l'industrie, ont dû faire des politiques de relance, et ces déficits très supérieurs aux critères de Maastricht vont s'ajouter d'année en année et a donné ainsi une dette publique absolument insupportable pour certains États et qui va faire craindre au marché que ces pays en question ne puissent pas rembourser la dette, et donc les marchés vont prêter de plus en plus difficilement avec des primes de risque, nous avons vu, de plus en plus élevées, et c'est vraiment à ce niveau-là que la crise a créé pour l'euro un, un problème difficilement surmontable. Nous voyons ici à quel point la crise a creusé les déficits. En effet, il a fallu aider les banques qui étaient au bord de la faillite, il a fallu faire par exemple la prime à la casse pour l'automobile, et on voit que tous les déficits publics plongent. Même des pays qui étaient des pays vertueux, comme l'Espagne, qui avait un excédent, puisqu'on voit ici que l'Espagne avait en 2007 un excédent de environ 2% du PIB, eh bien on voit l'Espagne plonger jusqu'à un déficit de à peu autour de 9-10% du PIB. Il en est de même pour tous les autres pays. Chaque pays va plonger. On voit l'Italie en bleu qui, elle aussi, qui n'était pas très vertueuse, mais qui plonge. On voit l'Allemagne qui essayait d'être dans la vertu, mais qui elle aussi va plonger et va plonger beaucoup. Et donc, on s'aperçoit que tous les déficits sont creusés, et creusés de manière extrêmement inquiétante, puisqu'on sait que les critères de Maastricht demandaient que les déficits ne dépassent pas les 3% du PIB, voilà où se trouverait la ligne des 3% du PIB. Or, on voit que la plupart du pays sont très loin de ces 3% de PIB. Puisque les déficits publics se creusent, ils s'additionnent et donnent une dette publique de plus en plus importante. Nous savons que les critères de Maastricht demandent que la dette publique ne dépasse pas les 60% du PIB. Or, quand on regarde le graphique ici, on s'aperçoit que ces 60% de PIB qui sont ici, qui donneraient la ligne qui se trouverait ici, bon, finalement, ne représentent plus grand-chose pour la plupart des pays. Lorsque l'on regarde l'Italie, bon, l'Italie n'a jamais été sage. Dès le départ, elle était largement au-dessus des 60% en 2002 lorsque l'euro a été lancé, et elle continue à caracoler en tête pour atteindre un peu plus de 120% du PIB. Donc, l'Italie, c'est un cas à part, mais si l'on prend la France et l'Allemagne, qui avaient les 60% du critère de Maastricht, on voit que au départ, bon, elles se maintiennent pas trop loin des 60%, puis la crise arrive et les deux pays voient leur dette augmenter, plus ou moins, mais finalement, si la France est légèrement, a une dette légèrement supérieure à celle de l'Allemagne, il n'en demeure pas moins qu'ils sont tous les deux au-dessus de 80%. Donc, en dehors des critères de Maastricht. Et puis l'Espagne, qui était très sage, on voit que l'Espagne non seulement n'atteignait pas les 60% au départ, mais a même réussi à faire baisser sa dette, et lorsque la crise est arrivée, avait une dette extrêmement faible. Eh bien, elle repart en hausse très nette avec les problèmes bancaires et les problèmes industriels et de construction, la bulle immobilière que l'Espagne a subie. Bon, elle arrive un peu moins haut que la France et l'Allemagne, mais on voit une montée extrêmement importante. Donc, la dette publique des différents pays de l'Europe est une dette publique trop élevée. Face au marché, qui, craignant la banqueroute des États, exige de plus en plus de taux d'intérêt de plus en plus élevés et finalement alourdissent la dette et freinent la croissance parce qu'elles freinent la consommation à crédit, qu'elles freinent les investissements. Donc face à ces marchés et à leur taux d'intérêt d'un côté, face de l'autre côté à la BCE qui, pour soutenir les économies, exige des politiques de rigueur qui font baisser le pouvoir d'achat et donc, à leur tour, réduisent la croissance, un certain nombre de voix s'élèvent pour dire que finalement la solution, ça serait peut-être de sortir de cette zone euro qui
est finalement beaucoup trop exigeante et qui ne permet pas d'avoir des politiques monétaires indépendantes. En effet, en sortant de la zone euro, eh bien, ça serait une banque nationale qui déciderait des politiques monétaires et elle les déciderait en fonction des problèmes spécifiques de chacun des pays et on pourrait lui donner comme objectif de soutenir la croissance. Donc, les voix s'élèvent de plus en plus nombreuses pour dire que, eh bien voilà, on sort de la zone euro, bien que ceci ne soit pas prévu dans les critères de cette zone euro. Il n'est pas possible normalement d'en sortir, mais bon, en sortir ou la faire éclater. Quels sont effectivement les avantages que l'on pourrait tirer d'une sortie de la zone euro? Et ces avantages de sortie de la zone euro, il ne faut pas croire que seuls les pays du Sud, les pays qui ont des problèmes, ont envie d'en sortir. En effet, des voix s'élèvent aussi pour la sortie de l'euro du côté de l'Allemagne. En Allemagne en disant, bon ben voilà, nous, on n'arrête pas de payer pour les pays qui, eux, ont joué les cigales pendant un certain temps, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas du Portugal, de l'Italie ou de l'Irlande, et les Allemands se disent que bon, ben, ça suffit maintenant, on arrête de payer pour tout le monde, et que l'on retourne au Deutschmark. Donc, en fait, les voix qui s'élèvent pour la sortie de l'euro sont finalement relativement nombreuses. Il existe un certain nombre d'avantages que l'on peut trouver à la sortie de la zone euro ou même carrément à l'éclatement de cette zone. Tout d'abord, le retour aux monnaies nationales. En effet, un certain nombre d'hommes politiques pensent que le retour à la monnaie nationale, le franc pour les Français, le Deutschmark pour les Allemands, etc., et le drachme pour les Grecs par exemple, est une manière de retrouver une certaine autonomie nationale parce que la monnaie c'est quand même l'une des bases du pays et que avoir une monnaie unique c'est aussi avoir une politique monétaire unique. En effet, c'est le principal problème, nous l'avons vu, c'est que la politique monétaire ces politiques monétaires, elles sont le fait de la politique de la BCE. Or, que fait la BCE? Eh bien, la BCE fait la même politique pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien pour les pays qui sont comme l'Allemagne, hyper compétitifs, exportateurs, etc., que pour les pays qui ont de gros problèmes et qui ne sont pas aussi compétitifs. Donc, il serait bien, pense un certain nombre d'hommes politiques, que l'on revienne à des banques centrales nationales. Ces banques centrales nationales, elles feraient une politique monétaire nationale qui serait fonction des problèmes de la nation en question et non pas des problèmes que peuvent avoir d'autres pays complètement différents. Alors ça, c'est quand même un élément extrêmement important parce que c'est vrai qu'on peut difficilement faire la même politique pour la Grèce d'un côté et pour l'Allemagne de l'autre en même temps. Donc là, il y a certainement un élément important à prendre en compte. Et que feraient donc ces pays qui auraient des politiques monétaires qui soient des politiques monétaires nationales? Eh bien, l'idée principale, c'est en fait que les monnaies des pays faibles devraient dévaluer. En effet, on a vu que l'euro était une monnaie forte, même surévaluée par rapport au dollar par exemple, et que les pays qui voulaient exporter et qui n'avaient que la compétitivité prix à faire valoir, bon, avaient peu de chances de pouvoir exporter parce que l'euro était trop fort. Donc la première idée, ça serait, eh bien voilà, la Grèce, le Portugal, l'Espagne par exemple, vont dévaluer leur monnaie. Donc leurs monnaies seront des monnaies plus faibles. Il sera donc plus facile d'acheter des produits grecs, espagnols, portugais, etc., puisque leurs prix seront libellés dans une monnaie plus faible. Donc ces pays vont pouvoir augmenter leurs exportations. S'ils augmentent leurs exportations, eh bien, ils vont pouvoir augmenter leur production. Et s'ils augmentent leur production, eh bien, ça va permettre de créer un certain nombre d'emplois nouveaux, donc de faire baisser le chômage, donc d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Ainsi donc, puisque le pouvoir d'achat sera supérieur,
encore une fois, il y aura une augmentation de la production, donc de nouveaux créations d'emplois, et ces créations d'emplois se perpétueront comme cela, c'est-à-dire on entre dans un cercle vertueux, et donc l'idée c'est il faut que ces dévaluations compétitives existent. En fait, oui, c'est vrai, la dévaluation compétitive est un élément important à prendre en compte parce que certains pays en ont besoin s'ils veulent pouvoir exporter, mais nous allons voir, cela crée aussi de très graves difficultés. Les avantages de la sortie de la zone euro, nous venons de le voir, sont très importants et ils demandent qu'on y réfléchisse. Mais ce qui demande aussi réflexion, ce sont les inconvénients que ces pays qui sortiraient de l'euro devraient rencontrer. Faire face à de tels inconvénients, ça pose beaucoup de problèmes. Les inconvénients de la sortie de l'euro ou de l'éclatement de la zone euro sont quand même très importants. D'abord parce que si un pays dévalue, il n'y a pas de raison qu'un autre ne dévalue pas. Or, comme il va dévaluer en deuxième, il va essayer de dévaluer plus que le premier, mais le premier, voyant que le second dévalue, va redévaluer, et ainsi on se retrouve avec des dévaluations en chaîne, et on ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller, parce que chaque pays pourrait essayer de dévaluer par rapport à l'autre, et cela, c'est sans fin si on continue comme cela. Ça, c'est une première chose vraiment importante parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait qu'un seul ou deux ou trois qui dévaluent. Le second inconvénient, c'est l'instabilité de ces nouvelles monnaies. En effet, pourquoi on avait fait l'euro ? Parce que les monnaies n'étaient pas très stables et qu'elles étaient constamment attaquées par des marchés qui spéculaient soit à la baisse, soit à la hausse. Or, si on retourne aux monnaies nationales, on va retrouver exactement les mêmes choses, c'est-à-dire des attaques spéculatives, ce qui fait que les monnaies vont être poussées à la baisse lorsque l'économie n'est pas très bonne, et donc les monnaies dévaluées le seront encore plus. Et d'un autre côté, c'est pas bon non plus pour les monnaies fortes comme serait par exemple le Deutschmark s'il sortait de la zone euro, parce que là les marchés spéculeraient à la hausse, pousseraient le Deutschmark à la hausse, et le Deutschmark se trouverait donc surévalué, et cela finirait quand même par poser des problèmes aux exportations allemandes. Donc personne n'a intérêt à subir ces attaques spéculatives qui forcent les pays soit à baisser la valeur de leur monnaie, soit à l'augmenter avec les conséquences économiques qui en découlent. Ensuite, l'augmentation du prix des importations. Cela aussi, si on dévalue, certes, on peut exporter plus facilement parce que, comme la monnaie est faible, bien les autres pays sont prêts à acheter les produits. Mais cela veut dire d'un autre côté que quand le pays à monnaie faible veut acheter des produits venant d'ailleurs, c'est-à-dire veut importer, il est obligé de donner beaucoup de sa monnaie faible pour avoir un produit d'une monnaie plus forte. Essentiellement, par exemple, le pétrole. Bon, si le pétrole est libellé en dollars, certes le dollar est moins fort que l'euro, mais si la peseta, l'escudo, le drachme, etc. deviennent des monnaies très faibles, eh bien forcément la facture pétrolière va leur coûter extrêmement cher. En plus, bon, probablement ils vont acheter des machines-outils. Les machines-outils, c'est l'Allemagne qui est la grosse productrice. Si la monnaie allemande prend de la valeur, eh bien les machines vont coûter très cher et les pays qui vont en avoir besoin vont être obligés de payer très cher ces importations de machines. Donc, cela crée un problème. Ce problème, c'est que finalement, ça crée ce qu'on appelle une inflation importée. C'est-à-dire que les produits importés coûtent cher et donc ils vont influer sur le coût d'un produit fini à l'intérieur du pays. Et donc cette inflation va se généraliser dans le pays et le résultat, c'est que face à cette inflation, eh bien, les ménages vont se retrouver avec un salaire qui va certainement pas augmenter beaucoup, une inflation forte et donc ils vont perdre du pouvoir d'achat. Et donc on se retrouve avec le même problème, les pouvoirs d'achat baissent, donc la production risque de baisser, donc on va se retrouver avec du chômage. Et donc finalement, le problème revient exactement à ce qui se passait avant quand il y avait l'euro. Autre inconvénient, l'augmentation des taux d'intérêt. En effet, si la monnaie devient faible, si le pays économiquement a du mal à se remettre, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les marchés vont faire monter les taux d'intérêt. Donc, comme les taux d'intérêt vont monter, eh bien, la consommation qui se fait à crédit
Si le taux d'intérêt augmente, eh bien, le crédit va être plus cher et la consommation de ce type de consommation va baisser. Quant aux investissements, bah, c'est la même chose, c'est-à-dire s'il faut s'endetter pour investir et que l'endettement est trop élevé, bah, on va hésiter à investir, à moderniser l'économie, et donc ça pose des problèmes économiques importants. Quant à la dette publique, eh bien, là encore, l'État va devoir rembourser en payant des taux d'intérêt très élevés. Donc ce problème d'augmentation des taux d'intérêt est aussi un problème important et il n'a pas seulement un impact financier, il a aussi un impact économique puisqu'il y a risque de baisse de la consommation, risque de baisse de l'investissement et évidemment le résultat eh bien, c'est plus de chômage et donc de nouveau des problèmes économiques. On peut ajouter aussi autre inconvénient, le risque de faillite bancaire. En effet, dans ces pays où la monnaie va devenir faible, ceux qui ont des capitaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de les mettre ailleurs, c'est-à-dire dans des banques de pays dont la monnaie est plus forte. Et donc, il risque d'avoir une fuite de capitaux de ces pays à monnaie faible, et cette fuite de capitaux, cette fuite d'épargne venant des banques, quittant les banques de ces pays à monnaie faible, va poser évidemment des problèmes aux banques. Et lorsque les banques ont des problèmes, eh bien toute l'économie se retrouve de nouveau avec des problèmes, comme ça a été le cas avec la crise de 2008-2009. Et comme toutes les banques sont interdépendantes et que les banques des pays à monnaie plus forte ont des intérêts, c'est-à-dire ont par exemple acheté des obligations de pays à monnaie plus faible, eh bien comme toutes ces banques sont interdépendantes, le risque, c'est un risque systémique, c'est-à-dire que les banques des pays faibles risquent d'avoir des problèmes et ça va générer des problèmes dans les autres banques, celles des pays à monnaie plus forte. Donc, un problème bancaire qui risque de se généraliser à l'Europe. On voit que les inconvénients sont quand même très importants et qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de demander la sortie de l'euro ou carrément espérer l'éclatement de cette zone euro. La décision de sortir de la zone euro ou d'y rester malgré toutes les difficultés est finalement très difficile à prendre. Et le problème, c'est que certes, certains pays pour l'instant sont touchés, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, mais d'autres risquent de l'être aussi, l'Italie, pourquoi pas la France. Et comment réussir à résoudre le problème de cette zone euro? Est-ce que les Européens sont capables d'être plus solidaires et où l'entraide peut-elle devenir plus importante? Sont-ils capables de mener des politiques qui soient des politiques décidées en commun et qui permettent aux pays qui ont des problèmes de s'en sortir? Eh bien, c'est finalement peut-être la seule solution, parce qu'on ne peut ni sortir, ni rester dans les conditions actuelles, mais demander plus de coopération, plus de solidarité et avoir une politique commune réellement plus importante, ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est peut-être la seule solution pour que l'Europe résiste à cette crise qui a secoué si fort l'euro.